Jeudi 5 mars 2020, Lengue Malapa capitule devant Bassa Diné après avoir pris en otage la ville de Douala pendant 2 jours. Mesdames, Messieurs, bonjour, les titres de votre 13h. Il aura fallu une forte intervention du RDPC pour que Jean-Jacques Lengue Malapa mette en berne ses ambitions de maire de la ville de Douala. Roger Bassa Diné, le candidat du parti au pouvoir, l'emportera sur Jean-Jacques Ekindi. Marois de blocage en blocage, Tauromachia Marois entre les candidats du RDPC et du FSNC. Outre les 2 premiers candidats des 2 partis, 2 nouveaux challengers sont descendus dans l'arène. Il s'agit de Gadi Bouba et Alilou Bouba. Et journée internationale de la femme, entre réflexion et activités lucratives, marche sportive organisée par le Cercle des Amis du Cameroun, table ronde sur les droits successoraux de la femme sous la houlette du ministère de l'Enseignement supérieur, 8 artistes qui célèbrent la femme, tout est mis en branle pour une fête belle et utile. Et les femmes également en première ligne, c'est sur un air de fête que les Lions indomptables du football accueillent leurs homologues zambiennes en match aller pour le ticket qui ouvre les portes des Olympiades 2020 de Tokyo. La fête s'annonce également belle et nous irons retrouver sur place à Yaoundé Aimé Catherine Moukouri. Et c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Canal 2 International. On ouvre par ce fait de société. Un homme accusé d'avoir volé un bœuf a été sauvagement lynché à Fumban dans la région de l'Ouest Cameroun. La scène a réveillé le quartier Minka. C'était aux environs de 2 heures de ce matin. Des précisions avec Vanessa Mela Kamdem et Njoya Nourdine. Un homme soupçonné d'avoir volé un bœuf échappe à la mort au quartier Manka, ville de Fumban. Il a été intercepté par les agents de l'autodéfense lorsqu'il traversait le quartier, tirant l'animal aux environs de 2 heures du matin. S'en est suivi un lynchage qui a réveillé la population endormie. Ce sont les éléments du commissariat de Fumban en patrouille dans le secteur qui ont sorti l'infortuné des griffes de la foule en colère. À 2 heures, quand j'étais couché chez moi, j'ai entendu des cris au voleur, au voleur. Et du coup, je me suis levé simplement pour aller dehors voir ce qui se passait. Quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait 2 bandits qui entendaient poursuivre, disant qu'ils avaient volé un bœuf. Le bœuf est placé juste là à côté. Du coup, on poursuivait ces 2 bandits, l'autre s'est échappé. Malheureusement, on a pu attraper, par chance, je veux dire, on a pu attraper l'un d'eux. Alors, et du coup, on a essayé de tabasser, mais pas tellement. On a appelé la police est venue de chercher. Et le bœuf est là placé derrière. Alors on attend le monsieur qui est propriétaire du bœuf pour qu'il puisse venir récupérer son bœuf. C'est tout ce que moi j'ai pu retenir. Le bœuf, volé ou pas, a été confisqué et caché par la population qui réclame justice. Quant au présumé voleur, il reprend son souffle au commissariat où une enquête a été ouverte. Et pendant ce temps, des jeunes mobilisés pour dire stop à la pollution et à la dégradation de la nature. Une séance de travail vient d'être initiée dans la ville de Yaoundé par le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. C'était dans le cadre de la journée du Commonwealth. Des précisions avec Karel Musatia-Choya. Toute particulière accordée à ces étudiants et élèves qui présentent sur des schémas des techniques et stratégies à mettre en application pour lutter contre les changements climatiques. Les voies et moyens pour recycler les emballages plastiques non biodégradables, au lieu de les jeter un peu partout dans la nature aussi, sont au menu de cette séance de travail. Parce que nous avons constaté que nos rivières sont pleines de plastique, les rivières ne coulent plus normalement. Message interpellateur transmis aux populations par ces jeunes impliqués dans la lutte acharnée contre la dégradation de la nature. Susciter la prise de conscience du fer de lance de la nation sur les questions liées au changement climatique et les challenges et objectifs à mettre en œuvre pour un environnement sain
sont entre autres objectifs de la rencontre de ce 3 mars, initiée par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. J'ai été très surpris par le niveau de technicité et la façon de passer l'information qui est certes simple mais suffisamment claire pour que les autres jeunes, les gens qui sont de leur génération puissent comprendre dans leur langage et dans leurs mots qu'est-ce que c'est que les changements climatiques, comment est-ce qu'ils peuvent participer à la lutte contre les changements climatiques et quel est le rôle qu'ils auront à jouer aujourd'hui et demain dans cette importante lutte qui, il faut le rappeler encore, est un problème global et que le Cameroun subit déjà ses effets. Autre point important relevé lors de cette activité organisée dans le cadre de la journée du Commonwealth. De montrer comment est-ce qu'on peut participer pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre en étant beaucoup plus efficient, en étant beaucoup plus efficace dans l'utilisation de nos énergies et dans la façon de se comporter au quotidien. Une jeunesse proactive, déterminée à combattre cette autre forme de fléau avec la dernière énergie. Et un autre fléau à combattre, ce sont les délestages dans la ville de Douala qui durent des mois déjà. Pour pallier ce problème, de nombreuses boutiques au marché Mbopi de Douala se sont dotées de groupes électrogènes. Et dans le reportage qui va suivre, les difficultés des commerçants et clients de cet espace marchand. Junior Ossin, Thierry Nana. L'entretien de ce groupe électrogène est fait par Olomo tous les matins. Son propriétaire le possède depuis plusieurs mois et ce malgré lui. Dans le marché Mbopi, il n'y a plus d'énergie depuis 3 mois. Pour que nos produits ne puissent pas se gâter, on a préféré donc utiliser un groupe électrogène pour de temps en temps les ventiliser. Au marché Mbopi de Douala, chaque boutique est détentrice de ce dispositif qui produit de l'électricité grâce à un alternateur couplé à un moteur thermique. C'est la conséquence directe des multiples délestages dans le marché et qui entraîne de lourdes pertes économiques. Journalièrement, nous dépensons 10 litres de carburant qui est équivalent à une somme de 6 500 à 7 000 francs. Par contre, en faisant la comparaison au courant électrique qui s'élève sur une facture de 12 000 et divisé par le nombre de jours, je trouve que le groupe nous prend plus des dépenses. Ces appareils, utilisés au quotidien, ne sont pas sans danger pour les clients et marchands de ce marché. Lorsque vous passez à côté, il y a une certaine chaleur que ça dégage, mais ça fait aussi trop de bruit, du coup c'est gênant en fait. La fumée là, comme tu aspires là, ce n'est pas différent de la poussière, ça contamine pour la grippe. Ces gaz peuvent provoquer des maladies sur le plan respiratoire, des intoxications aiguës mortelles, telles que l'intoxication au monoxyde de carbone. De gros risques qui n'empêchent pas de dépenser 50 à 1 million de francs CFA pour s'offrir un groupe électrogène. Tout ceci à cause de Eneo, dit-on à haute voix, ici au marché Mbopi de Douala. Une situation qui perdure et rend la vie tout à fait difficile pour les populations de la cité économique. Rentrée scientifique acte 7, les chercheurs au cœur du développement au Cameroun, ils étaient au palais de congrès de Yaoundé hier pour revisiter les prouesses de leur travail. Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, a présidé cette cérémonie en présence des invités de marque. Karel Mezati-Achoya pour le reportage. Des chercheurs camerounais par grade, ici au Palais des Congrès de Yaoundé. L'un des temps forts de la rentrée scientifique rendue à sa 7e édition. Un grand rendez-vous qui vise à promouvoir une meilleure visibilité de l'activité de recherche. Occasion pour le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation de revisiter les principaux acquis, rappeler les attentes du gouvernement et l'engagement commun à faire des sciences un instrument de technologie et d'innovation qui va propulser le pays vers l'émergence impulsée par le savoir et le savoir-faire. C'est ce qui justifie la batterie de mesures mises en place depuis quelques années sur instruction du chef de l'État à l'effet de valoriser les chercheurs et améliorer leurs conditions de vie. De nombreux prix et récompenses octroyés aux chercheurs les plus méritants et émérites. Des efforts parfois piétinés par des intrus qui s'investissent à saboter les institutions de recherche. Sur un ton ferme,
Madeleine Chuenté invite cette grande famille de professionnels à s'organiser pour les contrecarrer. Sachez que le système national de recherche et d'innovation, ainsi que les instituts de recherche, constituent votre patrimoine, votre outil de travail, votre source de production. Il est inconcevable que les balayeurs de l'aéroport empêchent les pilotes de faire voler les avions. Un message qui n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. D'où la présentation avec engouement de la leçon inaugurale inscrite à l'ordre du jour. Le docteur Kamgia Joseph, directeur de recherche, édifie ses confrères, les membres du gouvernement et autres personnalités sur la thématique axée sur la recherche scientifique et l'innovation au cœur de l'industrialisation du Cameroun. Une grande attention à lui accorder. Même intérêt concédé à un éminent chercheur ici honoré. Et on le sait depuis hier, Roger Bassadine est le maire de la ville de Douala. Une élection survenue après 2 jours de tractation intense au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il avait en face de lui Jean-Jacques Ekindi, mais au départ, Jean-Jacques Lengue Malapa, candidat au départ, a finalement retiré sa candidature après plusieurs heures de négociations. Également, le film de ces 2 jours dans la ville de Douala, Yvonne Katinken, Stéphane Binek. Il aura fallu 2 journées entières pour trouver à la ville de Douala son maire. Les travaux étaient assez houleux, mais on a fini par trouver un terrain d'entente et ça a redémarré. Et je suis fier parce que j'ai été le témoin de cette nouvelle ère qui s'ouvre dans la ville de Douala. 4 candidats RDPC au départ, il en restera finalement 2. Jean-Jacques Lengue Malapa et Roger Bassadine. Le parti va tenter le tout pour parvenir à un consensus. Le travail a été ardu, mais le résultat a été facilité par l'esprit de discipline de notre parti, l'intervention très efficace du chef de la délégation permanente et régionale, le ministre d'État Laurent Esso, avec qui nous avons travaillé avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'engagement. Son soutien a été essentiel pour que nous puissions réussir cette mission et je lui dis merci ici devant tout le monde. Après plusieurs jours de conciliabule, tractation et haute pression, le RDPC va finalement s'accorder et présenter un seul candidat, Roger Bassadine, candidat préalablement investi par le comité central. Cette négociation a pu parvenir au résultat que nous connaissons grâce au doigté du ministre d'État Laurent Esso et également à la finesse du ministre Ndonsoumet qui tous les deux ont mis tout leur talent de négociateurs pour permettre que notre parti reste uni à Douala et que nous puissions arriver à un seul candidat. Pour la sérénité du parti, Jean-Jacques Lengue Malapa va se retirer et présenter son challenger comme l'unique candidat du RDPC. Roger Bassadine remporte haut la main la partie face au candidat du MP, Jean-Jacques Ekindi. Nous sommes particulièrement heureux de ce que, une fois encore, le RDPC a montré combien il est uni et que c'est lui qui gagne et non les hommes. Les conseillers municipaux, satisfaits pour la plupart, espèrent du nouveau patron de la ville qu'il apporte une touche particulière pour donner une nouvelle image à la ville de Douala. Nous voulons changer la ville afin de changer la vie des citoyens de cette ville. Voilà le message que je leur délivre et je souhaite que tous se mettent à l'œuvre afin que nous puissions demain et d'ici 5 ans tous être fiers de notre ville, tous être heureux de vivre à Douala. Roger Bassadine, c'est donc finalement lui, le patron de la ville de Douala, sur qui reposent les espoirs de tous les citoyens. Et la mission est certes énorme et au sortir de ces jours de négociation, je vous propose quelques réactions recueillies par Thierry Nana. Tellement happy end que le travail a été ardu. Mais le résultat a été facilité par l'esprit de discipline de notre parti, l'intervention très efficace du chef de la délégation permanente et régionale, le ministre d'État Laurent Esso, avec qui nous avons travaillé
avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'engagement. Son soutien a été essentiel pour que nous puissions réussir cette mission et je lui dis merci ici devant tout le monde pour le travail qu'il a fait à nos côtés. Les attentes, c'est des grands programmes et des grands projets. Comme lui-même l'a dit, vous voyez son CV, il sort du ministère de l'économie et du plan. Il a parlé de la BAD, il a parlé de la Banque mondiale, de l'Union européenne. J'ajouterai aussi de la coopération bilatérale parce que son expérience nous permet d'élargir notre champ de développement. Nous avons par exemple engagé un programme avec Milan. Donc faire ce jumelage avec Milan va nous permettre d'aller très vite dans la coopération internationale. Nous sommes particulièrement heureux de ce que, une fois encore, le RDPC a montré combien il est uni et que c'est lui qui gagne et non les hommes. Donc je tiens à féliciter particulièrement le maire de la ville, le camarade Bassandine Roger et bien entendu les adjoints qui ont été brillamment élus, n'est-ce pas? Donc en écoutant les projets et ce qu'il va réaliser pour la ville, nous sommes particulièrement heureux en travaillant avec les mairies d'arrondissement, comme il a dit. Nous sommes ouverts à une collaboration étroite pour que la physionomie de cette ville change. On parle du futur de la ville de Douala, de ceux qui vont décider, ceux qui vont tenir le développement de la ville. Donc pour nous, c'est un grand enjeu. C'est vrai que c'était très très fatigant puisque ça a duré pendant 2 jours. On se disait que ça commençait hier, ça finissait hier. Finalement, on se retrouve en train de faire 2 jours pour pouvoir élire. Mais le plus important, c'est la fin et qu'au sein du RDPC, ils ont réussi à s'entendre, à présenter un seul candidat et que les élections se passent bien, quoi. Nous voulons d'abord une gestion concertée entre la communauté urbaine et les mairies d'arrondissement. Et je pense que là, il a insisté là-dessus. Et nous allons réactiver la plateforme déjà qui existait entre la communauté et les communes d'arrondissement. Et c'est au sein de cette plateforme que tous nos problèmes seront posés et également les solutions afférentes y seront trouvées. Et une autre élection bloquée, c'est celle de Marois. 2 jours, pas de consensus. Finalement, l'élection a été renvoyée à ce jeudi. C'est pratiquement le statu quo. Le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, a suspendu les travaux pour la 2e fois. Ils ont repris il y a quelques instants. En plus des 2 candidats enregistrés mardi à l'ouverture des travaux, le docteur Sali Babani du RDPC et Amadou du FSNC. Se sont ajoutés mercredi 2 autres candidats du RDPC. Il s'agit de Gadi Bouba et Alilou Bouba. Désormais, 4 candidats au poste de maire de la ville de Marois. Je vous propose quelques attitudes au sortir de cette journée pleine de tensions au micro de Aminou Aliouma. La loi autorise le préfet à convoquer la session de plein droit. Ça, c'est prévu par la loi. Maintenant, une fois qu'il l'a convoqué, la suite des événements ne le concerne plus parce qu'il convoque, mais c'est un bureau d'âge qui préside la séance, c'est-à-dire le doyen d'âge et le plus jeune. Ce bureau d'âge conduit les travaux jusqu'à terme. Maintenant, pour ce qui est arrivé hier, c'est-à-dire la suspension des travaux, c'est possible parce que il y avait quand même hier un problème de droit qui s'est posé. Nous étions 114 au départ et on s'est retrouvé avec 105, nous étions 104 et on s'est retrouvé avec 105 bulletins. Donc il y avait un problème qu'il fallait régler. Le pouvoir sans l'abus perd son charme, disait Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français. Mais aujourd'hui, nous assistons à plus que l'abus de pouvoir. C'est l'exagération. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes soumis à une véritable ordalie, puisque depuis 2 jours, nous sommes ici sans la possibilité, je dirais même, de manger du fait du RDPC
le parti au pouvoir, le parti qui se veut le parti de référence, mais qui aujourd'hui n'est pas capable, je dis bien n'est pas capable de se discipliner au point de nous trouver un candidat. Au moment où on a fait la liste de présence, on était à 104. On a demandé dans la salle si c'est 104, il y a un absent. Personne ne s'est déclaré que non, je suis là. Et maintenant, on fait des votes, on se retrouve avec 105 bulletins, enveloppe dans l'urne, alors qu'on est parti avec 104 présences. Il se pose donc un problème. Un nom qui s'appelle Amadou Sidi et Amadou. J'ai donc pensé que, pour ne pas avoir des problèmes de contention, que ce monsieur-là nous produise un certificat d'individualité qui permet de savoir que le nom Amadou et Amadou Sidi. Et les travaux sont en cours à ce moment même à Maroua et notre correspondant permanent dans la région de l'extrême nord, Aminou Alioum, suit pour nous cette actualité. On aura le nom du maire de la ville de Maroua d'ici ce soir. Et on va rester toujours en politique. Le club des journalistes politiques renforce les capacités de ses membres en matière d'investigation. La cité balnéaire de Kribi a servi de cadre à 2 jours de séminaire avec la collaboration de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Patrick Christian Dobo Moussatakou pour le reportage. Le club des journalistes politiques du Cameroun, en séminaire de formation sur l'investigation à l'ère du digital. En collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Cameroun, les participants ont été outillés pendant 2 jours sur les techniques et la capacité de production des reportages pertinents. Créer une sorte de système s'organiser pour lancer des investigations, pour créer des listes. Quelles sont les sources? Quelles sont les questions que je voudrais poser à ces gens-là? Quels sont les documents dont j'ai besoin? Qui sont les partenaires possibles? C'est une façon de s'organiser pour réussir, vraiment. Il y a tout un système et aussi des outils qu'on peut utiliser pour s'organiser, pour faire ces investigations. Et quand les portes sont fermées, comment les... L'initiative qui vise à crédibiliser les reportages produits par les journalistes en la matière est d'ailleurs très appréciée par les participants qui expriment leur satisfaction. Apprendre des techniques nouvelles dans le domaine du reportage, dans le domaine de l'investigation, concernant la corruption au Cameroun, la corruption financière bien sûr, les mauvaises pratiques de gouvernance au Cameroun. On a abordé des modules tels que les techniques d'interview en milieu hostile, c'est-à-dire lorsqu'on a des sources qui ne voudraient pas nous donner l'information, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle stratégie mettre en face pour obtenir l'information de la source. Organisé sur le thème de la gouvernance et les capacités des journalistes aux techniques d'investigation, le séminaire tenu à Kribi ouvre désormais la voie aux participants pour se pencher sur des sujets comme le crime, la corruption et beaucoup d'autres sujets en matière d'investigation. Les journalistes politiques est à Douala depuis ce matin pour poursuivre la même formation et on va essayer de retrouver sur place notre reporter Junior Ossin. Il est aux côtés de Guy Photo. Junior, bonjour. Bonjour Lille Piedjou, il faut dire que c'est la 2e phase de ce séminaire qui se tient ici à Douala. La première phase a eu lieu du 2 au 3 mars dernier du côté de Kribi. Un séminaire qui était consacré aux journalistes politiques d'expression française. Et cette fois-ci, ce sont les journalistes politiques d'expression anglaise qui bénéficient de cette formation donnée ainsi par l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Et justement, pour savoir les motivations de ce séminaire, ce jour, je suis accompagné de Sylvain Azongor, qui est un participant et bien sûr un journaliste politique qui va nous édifier sur ce qui a motivé la tenue de ce séminaire pour les journalistes d'expression anglaise ici à Douala. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette rencontre ici à Douala? Le club de journalistes politiques, avec l'appui et le soutien de l'ambassade des États-Unis, a pu organiser une session de formation dans le journalisme d'investigation dans la matière de gouvernance locale.
Et nous sommes ici à Douala pour que cette formation soit dédiée aux journalistes d'expression anglaise, pour qu'ils puissent, ces confrères puissent avoir les outils, les rudiments et puis également le savoir-faire en matière d'investigation. Raison pour laquelle nous sommes ici pour cette formation. On espère qu'elle apportera plus de savoir et plus et même plus de matière pour ce qui concerne l'investigation journalistique en matière de gouvernance locale. Merci Sylvain. Ici, à ce centre de formation, Junior Ossin et Guy Fosso pour Canal 2 International. Merci à vous, Junior Ossin. Et puisqu'on parle de journalistes, une question principale, comment vérifier les informations qui circulent sur les réseaux sociaux? Les journalistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont réunis en ce moment dans la ville de Yaoundé. Des précisions sur cette rencontre avec Delphine Fonkoutene et Luc Mvondo. Comme journaliste, depuis l'avènement de la crise anglophone en octobre 2016, dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'est pas aisé. Les hommes de médias dans ces deux régions font face au quotidien à une panoplie de difficultés. Pour avoir la vérification des faits, c'est un peu difficile parce que tout le monde a peur de parler. Tu peux appeler quelqu'un pour demander une suce, par exemple, pour demander s'il est il est là pour quelques questions. Il va te dire non parce que tout le monde a peur. Si tu parles contre les sécessionnistes, tu es dans les problèmes. Si tu parles contre le gouvernement, tu es dans le problème. Obligé désormais de fact-checking. Vérifier toute information, photos, vidéos entre autres, qui circulent notamment sur la toile afin d'éviter de publier ou diffuser une fausse nouvelle. Et pour le faire, les journalistes reçoivent depuis ce 4 mars à Yaoundé des outils. C'est à l'occasion de cet atelier de Systaspeak 237, soutenu par l'ambassade du Canada au Cameroun. Dans la situation actuelle au Cameroun, on pense aussi que c'est important qu'il y ait un journalisme de langue non seulement francophone qui est libre et indépendante, mais aussi un journalisme anglophone pour servir les deux communautés. Ça fait partie d'un bilinguisme florissant et aussi pour améliorer la compréhension entre les deux communautés linguistiques. Il sera également question au cours de ces travaux de 3 jours de donner des armes devant leur permettre plus tard d'être journalistes indépendants. Et dans l'actualité, la 35e édition de la Journée internationale des droits de la femme se prépare à grande vitesse. Les dames du Cercle des Amis du Cameroun lancent leurs activités à travers une marche sportive. Question de se mettre en forme avant la grande parade du 8 mars prochain. Des précisions avec Karel Mezatia Choya et Serge Alanzibou. Les dames du CERAC, ici rassemblées au rond-point Bastos à Yaoundé, parées pour parcourir les artères de la cité capitale. Au rythme de la fanfare, elles marquent des pas très engagés vers la poursuite des œuvres caritatives entamées depuis des années maintenant en faveur des couches vulnérables et défavorisées au Cameroun. Une marche sportive calquée sous le signe des activités marquant la 35e édition de la Journée internationale de la femme au sein de cette association créée par la première dame, Chantal Biya. Les femmes du CERAC, sous l'impulsion de sa présidente fondatrice, Maman Chantal Biya, nous nous sommes donnés rendez-vous pour cette marche sportive et même nous sommes passés par la suite dans les ateliers, ce qui nous fait déjà beaucoup de bien. Après la marche, place aux étirements au parcours Vita sous l'encadrement des professionnels. Les membres du Cercle des Amis du Cameroun suivent tout simplement le mouvement des coachs dans une ambiance bon enfant. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Ce 4 mars, elle donne le ton des activités qui vont meubler la fête du 8 mars au CERAC. Nous avons demain une causerie éducative avec le thème général. Et voilà pourquoi tout ce regroupement des femmes. Et nous sommes ravis d'être là
nous disons une fois de plus à notre présidente fondatrice, Maman Chantal Biya, et nous lui souhaitons bonne fête par anticipation. C'est en pleine forme qu'elles participeront au traditionnel défilé organisé à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain. Et on reste en sport et l'actualité sportive du jour, c'est cette rencontre Cameroun-Zambie, match aller de la double confrontation pour le ticket qualificatif des JO 2020 à Tokyo en ce mois de mars. C'est un match à Yaoundé qui a tout son sens pour les Lions indomptables du Cameroun. On va tenter de retrouver sur place notre envoyé spécial, Aimé Catherine Moukouri, qui va vivre dans les heures à venir cette rencontre. Aimé Catherine, bonjour. Midi, il y a match le jour de la confrontation. Bonjour à vous, Lille Piedjou. Cet après-midi, il y a match le jour de la confrontation entre le Cameroun et la Zambie est enfin arrivé. C'est la première manche du double match qualificatif justement pour le ticket des JO Tokyo 2020. Les Lions indomptables, après plusieurs semaines de stage ici même dans la capitale, ont toutes leurs chances de leur côté pour remporter cette avance. Mais il faut le dire qu'en face, il y a l'équipe zambienne qui est une équipe coriace vu qu'elle a eu à terrasser deux nations, le Kenya et le Zimbabwe notamment, pour se retrouver là. Cependant, c'est une équipe bien connue des pouliches d'Alain Djemfa vu que nous avons rencontré ce pays lors du tournoi COSAFA. Deux matchs précisément, le match de poule et en demi-finale. La demi-finale remportée par les Lions indomptables grâce au but de Geneviève Ngombelek. Ngombelek qui ne figure malheureusement pas dans le 11 entrant d'Alain Djemfa. Nous jouerons en 4-3-3, il faut le préciser. Chouta Diarra évoluera dans un registre différent qu'on lui connaît en avant-centre dans un trio offensif qui permettra de voir et plutôt d'imposer son efficacité nécessaire face à la Zambie. C'est beaucoup d'espoir après deux phases où les Lions indomptables ont eu à venir à bout de la Côte d'Ivoire et de l'Éthiopie. Et cet après-midi à Yaoundé, tout le public espère une victoire pour qu'on décroche notre deuxième qualification au JO après ceux de Londres 2012. Il faut dire qu'au stade Amadou Ahidjo, à moins de 2 heures de cette grande rencontre, les préparatifs vont bon train. Vous le voyez peut-être en image. On a la préparation pour la retransmission de cette rencontre. La propreté également en train de se faire dans ce stade qui va accueillir le maximum de fans possibles des Lions indomptables pour porter cette équipe et décrocher la première partie de cette qualification. En direct du stade Amadou Ahidjo, je suis Aimé Catherine Moukouri, accompagnée de Francis Guébnan. Merci à vous, une lionne, Aimé Catherine Moukouri. Vous allez suivre pour nous cette rencontre tout à l'heure, Cameroun-Zambie. Vous avez donné un petit peu l'idée du 11 entrant. Ce sera donc la fin de ce journal, tout en précisant que le ministre de la Santé du Cameroun arrive dans la ville de Douala. Ce sera autour de 16h30 pour vérifier le dispositif concernant donc ce coronavirus qui fait des ravages dans plusieurs pays de la sous-région. C'est donc l'occasion pour le docteur Manaouda Malachi de faire le point et sera également demain à l'aéroport, à la zone portuaire, mais aussi il est annoncé au JICAM avec une rencontre avec les responsables du JICAM. Ce sera donc demain, mais avant, tout à l'heure à 16h30. Je vous propose donc une attitude. Donc, on va prendre donc après cette nouvelle du ministre de la Santé. Canal 2 International a reçu la visite d'entreprise ce jour dans le cadre de la Semaine de la Femme. Les femmes de la compagnie, les assureurs réunis, sont venus à la rencontre des dames de Canal 2 International. Il était question pour elles de découvrir la vie des femmes de médias, leurs difficultés et les solutions qu'elles apportent pendant une heure d'horloge. Elles ont parlé à cœur ouvert de leurs expériences de commercial, de compagnie d'assurance. Je vous propose donc d'écouter quelques réactions. On remercie les dames de Canal 2 de nous avoir reçus en cette journée. On sait que ce n'était pas évident, mais nous sommes ressortis de cet échange avec beaucoup de conseils, beaucoup d'avis
des personnes un peu plus expérimentées que nous, des personnes matures. Et dorénavant, nous savons comment nous comporter, que ce soit dans le monde professionnel, dans la vie en tant que femme active et dans la vie en tant que maman, future maman que nous aspirons à être. Aussi, nous espérons que nous avons marqué l'esprit des dames de Canal 2 et que ce genre d'échange pourra se faire de temps en temps pour pouvoir éduquer davantage les jeunes filles qui aspirent à avoir un avenir dans la vie professionnelle. De cet échange avec les femmes de Canal 2, j'ai retenu qu'une femme ne doit pas mettre son corps en avant pour vendre le produit qu'elle commercialise, mais par contre, elle doit essayer de mettre des atouts en avant pour pouvoir acheminer son produit. C'est la fin de ce 13h à l'édition Patrick Christian Dobo, relayé à Yaoundé par Delphine Fonkou Téné, équipe technique Colin Sowonchuan, Thierry Camto. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h sur nos antennes. Bon après-midi à tous.